Eh bien, bonjour à tous. Je suis Benoît Marolo, je suis architecte au Client Engineering à Montpellier. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur pas mal de projets autour de la modernisation, de l'intégration et pas seulement sur IBMI. Il y a pas mal de briques technologiques qui sont d'intérêt pour nos clients. Là, ces derniers temps, je travaille beaucoup sur tout ce qui est code assistant. Et je vous expliquerai ce qui est disponible pour les développeurs RPG à l'heure actuelle et ce qui va arriver. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est open source, mais pas seulement. J'ai fait aussi de la performance dans mon passé au Benchmark Center, test de performance sur IBMI. Mais aujourd'hui, je travaille plus sur la partie intelligence artificielle et l'offre Watsonix à Montpellier. C'est un peu ce qu'on fait dans l'équipe. Et dans ce cadre-là, je me propose de vous présenter donc le sujet des outils modernes pour développer sur IBMI. Alors, j'ai pas la prétention d'être exhaustif en 1 heure. Je ferai le focus sur les outils qui existent, notamment Merlin, Merlin version 2, on verra, mais aussi tout ce qui est disponible à l'heure actuelle autour des assistants pour le développement et ce qui va être disponible aussi. Donc j'ai aussi eu des informations de la part des équipes de développement IBMI avant de venir. Et donc je partagerai ce que je peux partager avec vous dans cette heure. Alors, le programme. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Le programme, c'est mission modernisation. On fera une petite introduction. Bref. On parlera on va dire, des grands piliers à l'heure actuelle dans tout ce qui est le développement moderne. Quand on parle de développement moderne sur IBMI, alors on parle de VS Code en général, même si c'est pas le seul IDE. Hein. On a aussi RDI basé sur Eclipse. Je parlerai pas des outils écran vert, bien sûr, mais donc Git et VS Code, c'est les deux piliers, on va dire, du développement sur IBMI à l'heure actuelle. Et on parlera aussi de Merlin, comment ça se positionne par rapport à cela. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pas pour vous? On essaiera de répondre à ces questions. Moi, j'ai été impliqué sur quelques projets Merlin, donc je peux vous donner déjà quelques retours et je vous donnerai quelques informations sur les dernières fonctionnalités et les dernières annonces autour de ce produit-là. C'est vrai que initialement, le barycentre, le centre de gravité de la présentation était autour de Merlin, mais c'est vrai que comme je travaille sur Code Assistant for Z, sur la modernisation COBOL vers Java depuis 1 an maintenant, j'ai été tenté de dire, bon, c'est vrai qu'un développeur à l'heure actuelle, il fait du chat GPT, il fait, donc je sais, hein, je travaille avec des étudiants, je les vois, ils copient-collent des morceaux de code, ils font des prompts à tout va, ils génèrent du code, bon, qui marche ou qui marche pas d'ailleurs, mais ça aussi, c'est les nouvelles pratiques de développement, certainement, vous l'avez déjà vu, hein, utilisation de ces modèles à outrance peut-être, à outrance. Je ne sais pas si on gagne vraiment en productivité si on l'utilise pas correctement. Donc là, je vous montrerai comment on peut gagner en productivité. Et donc, j'essaierai de parler de code assistant. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que je travaille sur code assistant for Z, donc pour les clients mainframe. Je fais de la modernisation COBOL vers Java, parce que le brand mainframe, lui, a décidé que, bon, on fait aussi de l'aide au refactoring de code. Mais une des étapes que propose l'outil, c'est la conversion vers Java. C'est pas du tout la direction que l'on prend sur IBMI, ça n'a pas forcément de sens. C'est pas le même contexte. Donc voilà. Donc 3 grands points mission modernisation, les piliers pour développer correctement sur IBMI et les assistants pour le développeur. Et encore une fois, si vous avez des questions. Bon, je ne vais pas refaire une page de pub. Ça, c'est des sujets que l'on a. J'ai parlé tout à l'heure dans la session de l'apaisation. Ça, c'est clé hein, sur tout ce qui est application hybride apaisée, on va dire en bon français, rendre les données et les programmes accessibles depuis l'extérieur, en intégrant cela avec de la sécurité, etc. Ça, c'est un des grands sujets. Et on a beaucoup de sujets, le move to cloud, la modernisation, il y a plein de sujets hein, à tiroir. Je vous ai mis un peu une liste des sujets qu'on peut traiter. Enfin,
Là c'est plus l'équipe Power, mais il y a d'autres sujets qui sont bien sûr qu'on peut traiter lors de webinars, donc n'hésitez pas aussi à me contacter. Alors, mission modernisation. Alors, modernisation, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout. Je sais que vous êtes certainement au courant et je pense que dans chaque présentation, chaque bonne présentation IBM, on présente toujours l'étude de marché Fortran. C'est un des, on va dire, des piliers, on va dire, des centres d'intérêt majeurs, hein, en plus de la cybersécurité. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus tout à l'heure. Et les compétences, bien sûr, avec la modernisation, ça va de pair. Et l'intelligence artificielle, le machine learning. Alors, je pense que l'intérêt, il est plus pour on va voir, il y a 3 grands piliers sur l'IA sur IBMI, dans les stratégies 2024-2025 par Rochester. Je pense que cet intérêt-là, il est plus justement pour aider à la productivité du développeur. On va en parler. Voilà, donc là je ne vais pas vous faire voilà, l'historique, vous connaissez certainement. Alors cette présentation, je la fais aussi des fois à des gens qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément la plateforme. Donc on parle trop souvent d'AS400 et bien sûr les outils qui vont avec. Alors des cycles en termes de projet, hein, on est sur des choses un peu moins itératives, un peu moins agiles. Et on est sur du bon monolithique en général, donc des interconnexions entre composantes partout. Alors c'est très performant, ça c'est vrai. On est plus performant en monolithique qu'en modulaire ou en microservice la plupart du temps. Mais l'inconvénient c'est que voilà, c'est vieillot. Alors ça fonctionne, il y a des composants qui fonctionnent du feu de Dieu, mais on va avoir plus tendance à utiliser, on va dire, les bienfaits de la plateforme, iSeries et maintenant IBM i, le multithreading, donc derrière le SQL, bien sûr, pour des raisons de performance, pour des raisons de compétences, pour des raisons de sécurité, pour plein de raisons. On va passer à du SQL, on passe sur des couches modulaires. Donc là, il y a des outils qui existent pour modulariser le code avec RDI. Il y a des choses qui existent. Alors, il y a eu des outils de revamping aussi, hein, on le sait. Bon, c'est pas forcément la direction, encore une fois. La direction, à mon avis, et c'est pas moi qui le dis, bien sûr, hein, la grande tendance, c'est de rendre le code RPG et COBOL plus modulaire avec des programmes de service. Les exposer éventuellement avec des API, donc potentiellement avec IWS, c'est compris dans la licence, pourquoi pas. Et ensuite faire de l'interconnexion de services entre microservices sur IBMI, pourquoi pas, ou à l'extérieur. Hein. Et donc c'est un peu l'idée, hein, et d'utiliser encore une fois le système IBMI. C'est polyglotte, hein, on a beaucoup de langages qui sont disponibles, vous les connaissez. Ça pareil, on le disait tout à l'heure sur le développement. On peut développer quasiment tout ce qu'on fait en RPG. On peut le faire en Python sur IBMI, on peut le faire en... Alors, on n'a jamais fait mieux en termes d'efficacité que le COBOL ou le RPG pour faire de l'informatique de gestion. En une ligne de code RPG, je pense que l'équivalent en Python, ça serait peut-être une vingtaine de lignes. Enfin, nous, on le voit parce que là, je suis dans le COBOL vers Java. Quand on a 10 lignes de code COBOL, on en génère 250 en Java. Mais parce qu'on est plus modulaire, parce qu'on est orienté objet, donc on gagne peut-être en lisibilité du code, en modularité, mais on va perdre en efficacité peut-être aussi. Voilà, donc c'est un compromis, on fait pas. Voilà. Mais en tout cas, il faut y aller. Il y a beaucoup de langages open source. Donc on parle de voilà, les nouveaux outils, utiliser les langages open source avec les toolkits qui vont bien sur IBMI, ça a du sens, ça a souvent du sens. Donc il faut y aller. Ça permet de faire quasiment tout ce qu'on fait sur la plateforme, tirer parti de toute la sécurité, la résilience, la performance que vous pouvez avoir sur la plateforme Power, avec en plus le système orienté objet indestructible de l'IBMI, on va dire, et derrière d'avoir des interfaces avec des langages et des process nouveaux et qui sont attractifs pour les utilisateurs, pour les développeurs notamment, et qui sont jolis à voir pour les utilisateurs métiers, puisque derrière on va pouvoir faire du web responsive en React, voilà. Enfin, on va vraiment avoir les dernières, on va dire, look and feel à la mode en intégrant son back-end IBMI. Bon, donc ça c'est un slide que je présente trop souvent, mais voilà, passer du plat de spaghetti
l'objectif, c'est à quelque chose de plus lasagne en couche, ou pour ceux qui les plus gourmands, microservices, les raviolis. Donc, qui sont beaucoup plus indépendantes. Donc, c'est en général la différence entre les lasagnes et les raviolis, c'est que sur les architectures en couche, c'est des couches techniques, c'est-à-dire on a la database, l'accès aux données, le data access layer. Voilà. Et ensuite, on va avoir de la logique métier, ensuite une couche peut-être service. Voilà, c'est des couches techniques. Quand on parle de ravioli, en fait, chaque composant technique est imbriqué dans le module, si j'ose dire. Et on propose quelque chose de plus fonctionnel. Donc, ces raviolis sont fonctionnels. Et ça, oui. Enfin, les raviolis, c'est bon. C'est pas Buitoni forcément, d'ailleurs. On coupera. Mais et donc ça, c'est une tendance. Alors, je dis pas. Sur l'IBMI, c'est vrai qu'on voit trop souvent du code monolithique. Il faut alors le rendre le plus, on va dire, structuré possible. Ça, c'est data-centric, en utilisant la puissance de la base de données, en utilisant du SQL. Et bien sûr, si on veut avoir une certaine indépendance en termes de vertical, donc sur des fonctions, pourquoi pas réécrire une partie de cette couche-là en mode microservice. Et il y a des outils qui permettent, RDI va pouvoir permettre de factoriser du code, alors peut-être assez simplement. On voit qu'il y a d'autres outils qui apparaissent, je crois que vous en avez vu lors de cet événement, qui permettent de passer d'un monde, même spaghetti à ravioli. Voilà, il y a des outils qui permettent, donc qui sont intégrés aux IDE, qui peuvent être Eclipse ou VS Code. Donc c'est vraiment voilà, la grande tendance. Donc bien sûr, un microservice sur IBMI, ça peut être de l'open source, mais ça peut être aussi de l'ILE également. Alors bien sûr, on ne sera pas au stricto pour les puristes. Les microservices doivent avoir une base de données en général qui leur est propre. Dans le cas de l'IBMI, en général, ça sera certainement une librairie, bien sûr, ou un ensemble de librairies indépendantes des unes des autres. Alors on n'est pas obligé d'être strict, on peut avoir aussi une base de données partagée par les microservices. C'est pas forcément stricto sensus, on va dire, du microservice, mais ça l'est quand même. Hein. On peut relaxer certaines contraintes que l'on a. Bien sûr, le microservice en général, on pense à conteneurs. Sur IBMI, on peut avoir l'équivalent des conteneurs avec des sous-systèmes, avec des choses très bien isolées. On savait faire du multi-utilisateur avant Linux. Voilà. Alors là, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être que vous avez déjà assisté à des topos autour de ce qui existe sur l'open source. Mais voilà, moi, j'ai trop de clients qui me parlent d'AS400 et ça m'énerve un peu. Parce que c'est pas du tout un AS400 en fait. Là, maintenant, quand vous achetez un IBMI, vous achetez beaucoup plus que ça. Il y a des fonctions de base sur l'IBMI qu'on n'avait bien sûr pas en termes d'audit de sécurité, enfin toutes les parties non fonctionnelles, mais également sur tout ce qui est développement et outillage, on a beaucoup plus qu'un AS400. Donc voilà. Après c'est vrai qu'AS400 c'est un nom qu'on utilise souvent. Hein, je vais pas. Voilà. Et on peut faire. Donc ça c'était un projet. Qu'on avait fait alors avec Jesse Gorzinski, on travaille souvent, donc qui est responsable de tout ce qui est développement autour de l'open source et maintenant tout ce qui est développement à Rochester autour de tout ce qui est outils d'intelligence artificielle. Et on a fait quelques prototypes comme ça. Donc celui-là, c'est de l'intégration avec des briques asynchrones, avec derrière du DB2, du RPG, mais des actions des données qui viennent de caméras, avec des données structurées, non structurées. Et derrière avec des patterns, en fait c'est des patterns cloud, hein, on appelle ça de l'event sourcing, hein, et on va générer des événements à partir d'un trigger par exemple, et puis on va aller le communiquer à une application extérieure, donc ici un push mobile. Ça c'est des briques qui sont disponibles sur la plateforme, il y a des patterns on va dire pour intégrer tout cela, et donc je vous ai mis un lien vers le code, qui n'est pas forcément le plus beau code du monde, mais c'était pour une démonstration. Mais voilà, tout pour dire qu'on peut développer des choses très complexes sur l'IBMI, modernisées, avec un existant, en tirant parti de l'existant, avec un trigger qui va, de manière transparente pour l'existant, intégrer et avec une couche d'exposition. Vous voyez, donc ça peut être, on va dire, indolore pour le cœur de métier, mais derrière, on va fournir plus de fonctions. Ça, c'était l'introduction. Et maintenant, je vais parler rapidement de Git, VS Code et Merlin. Alors, bien sûr, on va aller assez rapide. Hein.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Git sur IBMI à l'heure actuelle? Dans vos équipes de développement, un petit peu? Sinon, vous utilisez la méthode native membre source à l'heure actuelle, j'imagine, ouais. Donc ça c'est bien, mais cet outillage-là, ça permet vraiment beaucoup de choses. C'est une machine à remonter le temps. Git, c'est un système de fichiers qui va permettre d'historiser toutes les modifications sur le source, avec un audit trail en fait, hein, qui a fait quoi quand, et ça va vous permettre de faire des rollbacks. C'est vraiment une journalisation de vos fichiers sources, et avec une notion de collaboratif. On va pouvoir gérer finalement les conflits qu'il y a entre deux développeurs qui codent sur le même source, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'outillage qu'il faut utiliser. Donc, ouais, ouais, voilà. Mais c'est des copies dans l'IFS et ouais, ok. Voilà. Alors c'est vrai que passer des membres sources vers Git, donc on parlera de Merlin. Merlin peut faciliter cela. On a aussi d'autres solutions qui existent. IBM fournit des briques de base, mais c'est pas forcément prêt pour une grosse application. Voilà, donc c'est pour ça que je vais faire la promotion de Merlin en tant qu'IBMer. Il y a d'autres solutions qui existent pour passer à Git. Ça, c'est un exemple, hein, de capture d'écran, on va dire, une branche, sur des branches données. Voilà, qui a fait quoi, quels sont les commits, voilà. Et donc ça, c'est un exemple d'historique. Tous les développeurs à l'heure actuelle, tous les développeurs dans l'open source, dans le distribué, comme on dit dans le monde mainframe, c'est-à-dire tous les développements sous Windows, .NET, ils utilisent tous Git. Et il n'y a pas de raison que. Alors, un serveur Git, c'est pas forcément GitHub, hein. GitHub, c'est une implémentation de Git en SaaS, mais vous pouvez installer un serveur Git sur votre IBMI si vous avez envie, hein. On pouvait l'installer, hein, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'installer, un serveur Git, dans votre infrastructure, pas seulement sur l'IBMI, bien sûr. Donc faites-le avec l'ILE. Tous les compilateurs, maintenant, je sais qu'il y avait quelques limitations, mais on peut compiler dans l'IFS, donc c'est vrai que c'est confortable dans le système de fichiers. Donc, il y a toutes les briques techniques qui sont disponibles. Je vous ai mis un lien vers comment démarrer rapidement. Donc ça, c'est un tutoriel qui est fait par l'équipe Code. D'ailleurs, je crois qu'il y avait Sébastien. Non, il n'est pas dans cette session. Voilà, qui est grand contributeur de Code for I. Et Liam également, Liam Allen. Donc ils ont développé quelques documentations qui permettent de démarrer rapidement pour un développeur ILE. Je vous invite à regarder ça. Après, il y a plusieurs écoles sur comment j'utilise Git. Git, c'est qu'un outil. Après, il y a toute l'utilisation de l'outil. Donc, il y a une montée en compétences à avoir. Encore une fois, ce que je dis, c'est que on peut, nous, IBM, vous aider à démarrer, des partenaires IBM pour l'apprentissage de Git. Donc ça, c'est il y a quelques représentants dans la salle du DevOps sur IBMI, et il y a une courbe d'apprentissage, c'est vrai, hein, mais je pense que c'est vraiment un bon investissement. Si on doit faire un pas vers la modernisation du développement, Git, je pense que c'est l'étape nécessaire, vraiment. Et vous pouvez vous faire aider aussi de développeurs qui ne sont pas IBMI, puisque eux l'utilisent. Donc c'est vrai que derrière, les spécificités IBMI, à part avoir ses sources dans l'IFS, mais il y a une courbe d'apprentissage. Et donc ensuite, on va utiliser, donc c'est ce que fait Merlin notamment. On va utiliser, bon là on utilise dans Merlin plus la partie Gitflow, mais il y a deux grandes écoles, il y a GitHubFlow et Gitflow. C'est un peu comment j'utilise l'outil Git, les branches, les tags, etc. Donc là, c'est un exemple d'utilisation. Vous voyez là, finalement, vous avez votre projet. Chaque développeur va utiliser sa propre, ce qu'on appelle une branche, mais c'est un paramètre finalement qu'on donne dans l'IDE. Donc c'est une copie en fait, hein, du code principal. Tout le monde va développer, chaque développeur va développer sa petite vie, et éventuellement ils vont décider de créer des branches, de feature branches, hein, des versions de certaines portions du code. Tôt ou tard, ils vont fusionner avec leur branche précédente, là. Donc une fois qu'ils sont satisfaits de ce nouveau feature, ils vont peut-être tester. Ils vont se dire, ben non, mais là on est prêt pour le test, donc on va aller sur une release branch, hop, qui sera peut-être quelque chose de partagé par plusieurs développeurs. Et tôt ou tard, quelqu'un sera chargé finalement de fusionner tous les changements pour créer une version.
Donc et on va taguer cette version. Donc il y a une notion de tag aussi qu'on peut faire aussi en tant qu'utilisateur Git. Et vous voyez, on peut aussi faire des fixes, voilà, des hotfixes. On peut aller plus rapidement aussi si on veut, si on a des problèmes de support. Hop, je modifie vite mon programme, mon source CL ou mon source RPG. Sur une branche hotfix et donc ensuite je fusionne ça et je fais un tag. S'il y a un problème, on est capable de faire demi-tour. Donc encore après, il faut s'outiller en termes de ce qu'on appelle CI et CD, de la construction et la delivery. On peut scripter ça pour commencer, mais tôt ou tard on aura besoin d'outils. Mais on est capable de dire ah non, j'ai une régression, pouf, je repasse à la 0.2, etc. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, il faut l'utiliser avec l'ILE. Et bien sûr, Merlin, donc je vais en parler, c'est le moyen assez rapide pour démarrer sur ce genre d'implémentation, si vous n'êtes pas autonome sur la question. Je vous ai mis quelques liens. Alors celui-ci, c'est un exemple d'utilisation d'un Successful Git Branching Model. C'est la présentation de Gitflow. Gitflow qui est utilisé par Merlin et par les outils arcade qui sont utilisés dans Merlin notamment. Donc on va dire c'est la méthode d'utilisation de Git qui est la plus en phase avec les développements des applications cœur de métier. Il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins figées, un peu plus freestyle. Ça va bien pour des petits projets, pour des gros projets en général, et c'est le cas sur les applications IBMI. Il vaut mieux aller sur quelque chose de très structuré. Et voilà, il y a une petite courbe d'apprentissage, mais c'est pas quelque chose d'inatteignable. Et donc je vous ai mis encore une fois des liens pour vous documenter. Et donc ça fait la bonne transition, parce qu'une fois qu'on a migré dans Git, alors c'est pas forcément un prérequis, mais c'est fortement conseillé. On va vouloir moderniser son IDE, pas utiliser le développement écran vert, et dans ce cas-là, on va aller sur Visual Studio Code. Donc je ne vais pas faire la présentation de Studio Code, il y en a eu pas mal sur ces hier et il y en aura aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est que alors sur IBMI, environ, alors ça c'est selon les études, selon la police, donc 30% des développeurs IBMI utilisent VS Code. Par contre, si on regarde sur le marché, c'est plutôt 75%. Donc on est un petit peu en retard, mais ça commence en vérité. On n'avait pas les extensions, donc quand on installe VS Code, par défaut, on a, on va dire 2-3 linters, donc 2-3 supports de langage et éventuellement le client Git et encore. Et ensuite, on installe des extensions. Et donc, c'est vrai que les extensions pour IBMI sont assez toutes neuves. Donc, voilà le lien. Et vous installez un ensemble de packages, on va dire, d'extensions d'un coup d'un seul. Et là, vous êtes les rois du monde. Vous pouvez développer tout ce que vous voulez sur l'IBMI, vous connectez à l'IBMI, vous compilez, vous débuguez, etc. Et vous utilisez Git éventuellement si vous n'utilisez pas de membre sous. Après, c'est pas un prérequis. Voilà, beaucoup d'utilisateurs, donc c'est quelque chose. Et donc, Merlin est basé sur VS Code en version 2, je vais en parler. L'avantage de VS Code, c'est que c'est très modulaire, un peu comme Eclipse avec ses extensions, avec ses plugins, pardon. Et donc, il y a pour IBMI donc on va dire des extensions open source, mais il y a aussi des extensions tierce partie, si j'ose dire, donc avec des extensions, on va dire, sous licence. Et donc il y a des extensions qui sont tierce partie gratuites et d'autres qui vont nécessiter de l'utilisation de licences peut-être côté serveur. Voilà. Donc je vous ai mis des exemples. Et on a des références. C'est pas IBM qui dit qu'il faut aller vers VS Code. Encore une fois, RDI est en version 9, VS Code est naissant. Donc on n'a pas 100% des fonctionnalités. VS Code est gratuit. Voilà. Donc il va falloir regarder. Mais moi je conseillerais en tout cas de passer sur l'un ou l'autre pour faire du développement moderne sur IBM. Bien sûr, avec RDI, on peut faire aussi du Git, on peut faire tout ce qui est moderne, bien sûr. Merlin, alors ça veut dire Modernization Engine for Lifecycle Integration. On l'a annoncé en 2022, c'est un co-développement avec Arcade Software et IBM. Donc ça inclut tout dans la boîte. Donc vous ouvrez la boîte, vous avez VS Code, vous avez une migration des membres sources vers Git possible. Je vais le présenter un peu. Vous avez les démarrages d'un CI/CD, donc pour construire l'application, que ce soit des applications open source sur IBMI, mais surtout, là, ce qu'on veut faire, c'est le build de l'application ILE. Un outil d'analyse d'impact, un convertisseur fix to free,
et avec une analyse des dépendances croisées, etc. Donc, on va dire un tout dans la boîte. Vous ouvrez ça et vous avez ça. Donc ça, c'est Merlin. Ça contient un IDE qui est basé sur VS Code. Donc maintenant, auparavant, la version 1, on va le voir, hein, c'était un outillage à base de produits Eclipse en mode web. Et maintenant, on est passé sur du full VS Code, on va voir un peu ce que ça apporte. Mais on a les extensions qui vont bien pour travailler sur IBMI, ce qu'il faut retenir. On a le transformer RPG qui permet en un clic droit de passer d'un programme format colonné que je ne peux pas lire moi-même à quelque chose de complètement compréhensible par un humain. Et non, après, il y a des gens, il y a des surhommes qui arrivent à lire le RPG format colonné. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et puis, on a Observer pour l'analyse d'impact. Et on a aussi, on va dire, la brique CI/CD, alors, qui permet d'automatiser la partie build intelligent. Encore une fois, ça, c'est une brique qui est faite par Arcade, hein, Transformer, Observer et Builder, entre autres, Drops for I. Voilà, c'est tout un outillage qui est intégré. Donc, quand vous installez Merlin, vous avez ces deux services-là à disposition. Merlin V2, alors je ne vais pas passer le slide voilà, ligne par ligne. Ce qu'il faut noter, les grands changements, c'est que c'est basé sur du VS Code. Ça supporte OpenShift Single Node. Donc oui, c'est dans la stratégie Hybrid Cloud dont a parlé tout à l'heure notre Xavier Vasquez. Donc c'est un soft IBM. Qui dit soft IBM dit ça doit s'installer sur OpenShift. Donc il faut installer sur une VM Linux OpenShift et dessus on dépose Merlin. Donc le prérequis, hein, c'est à peu près 2 corps Power et 64 Go de RAM. Vous démarrez OpenShift, vous achetez la souscription OpenShift à 1 500 € l'année de base, et ensuite vous déposez Merlin et c'est un paiement. C'est la cloudification. Hein, finalement, si on positionne VS Code et Merlin, ça inclut tout dans la boîte tous les outils dont je vous ai parlé. Et c'est, on va dire, la stratégie hybride cloud. Donc, c'est la cloudification des environnements de développement. Voilà. Mais donc, si vous avez apprécié VS Code sur IBMI et si vous avez plus d'une dizaine de développeurs, peut-être, si vous avez des développeurs qui accèdent à l'environnement de développement depuis divers endroits, peut-être que Merlin est fait pour vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Donc c'est basé sous des souscriptions par utilisateur. Je vais vous montrer ça juste après. Donc Merlin V1, c'était un peu compliqué parce qu'on avait des worker nodes, donc il fallait 3, 4, 5 VM à mettre en œuvre pour ensuite installer OpenShift et ensuite Merlin. Voilà, la nouveauté, c'est qu'on supporte maintenant le single node, donc ça simplifie, une seule VM. Voilà, 2 corps, 64 Go de RAM à peu près. Voilà. Et derrière, par contre, ça va pouvoir héberger, vous allez pouvoir héberger avec ça une quinzaine de développeurs. Donc c'est pour ça que ça justifie les 64 Go de RAM si on compare à des environnements de développement qui sont de plus en plus gros. Donc là, ça permet d'avoir un client léger et tous les utilisateurs. Bien sûr, on peut aussi utiliser VS Code en mode traditionnel et avec des extensions qui vont bien. Hein, ça n'empêche pas, hein, les deux peuvent cohabiter. Voilà, donc là, et vous pouvez installer bien sûr à la fois, donc quand vous installez Merlin, vous avez des extensions livrées avec pour faire du développement ILE, pour faire la compilation, etc. Mais vous pouvez aussi installer bien sûr des extensions tierce partie que vous aimez. Donc ça n'empêche pas. Mais c'est un pré-packaging et en un lien, vous donnez un lien à un développeur et il a accès à un environnement de développement pour l'IBMI avec l'accès à un IBMI de dev and test bien déterminé. Donc il y a un cloisonnement que vous n'avez pas dans VS Code. VS Code, vous avez les extensions. Ensuite, c'est à vous de dire bon, bah, lui, il va accéder à cet IBMI. Il a les développeurs, donc c'est son user profile qu'il va utiliser. Merlin, en fait, ça donne un petit peu, ça permet en un clic d'avoir un environnement de développement avec toutes les extensions, éventuellement l'accès à un Git que vous avez pré-packagé avec le code, peut-être, et un accès à un IBMI cible, ou NIBMI cible, et pas les autres. Donc ça cloisonne un petit peu la chose, ça permet de faire des économies d'échelle et de simplifier un petit peu le process d'onboarding. Hein, parce qu'en un clic, votre développeur a accès à tout l'environnement.
Voilà, si vous voulez en savoir plus, donc c'était la question tout à l'heure de Thibaut, est-ce que je vais voir Merlin? Alors, j'ai pas installé Merlin en version 2, voilà. Euh, mais je vous ai fait quelques vidéos sur l'utilisation de Merlin, sur des scénarios d'installation en 7 minutes. Bon, j'ai accéléré un peu, hein. Ça met un peu plus de 7 minutes, bien sûr. Le scénario simple de développement qui utilise Git, qui utilise les fonctions make qui sont de base sur l'IBMI, hein, de construction de ILE, pour des relativement petits projets. Et ensuite, on attaque avec les features arcade sur un scénario avancé, un peu plus avancé que celui-ci en tout cas. Donc sur la partie développement d'application, en utilisant les métadonnées de l'application qui sont fournies par les outils Merlin développés par Arcade, et un petit tutoriel aussi pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et également, je vous ai aussi mis en lien la présentation que j'ai faite au Tech Exchange, donc un événement IBM récemment, qui présente un peu tout ça. Voilà. Ouais. Oui, exactement. Donc j'ai des clients qui ont déployé OpenShift sur Power, une LPAR, et dessus on démarre OpenShift et on met Merlin dessus. Exactement. Toute une machine, une machine qui héberge à la fois l'environnement de développement avec tous les développeurs qui se connectent dessus et qui ensuite font du build, de la compilation, etc. sur la partition d'à côté. Ça peut être un. Alors, on va voir, le statement of direction sur la V2, c'est d'avoir une version SaaS aussi. Donc ça va arriver. Donc aussi pour ceux qui veulent commencer rapidement sur Merlin sans avoir à installer, et ça c'est ce que IBM, c'est ce qu'on aurait dû faire peut-être dès le début, c'est de mettre à disposition une version cloud. On clique sur un bouton, on a un Merlin as a service, on rajoute ses petits utilisateurs, ses développeurs, on donne un accès aux partitions IBMI, alors peut-être sur IBM Cloud, peut-être de Dev and Test pour le build, peut-être. Hein. Voilà, il y a diverses architectures qu'on peut mettre en œuvre hein, pour ce SaaS-là, hein, mais ça permet de simplifier au moins les premiers tests et certains clients vont vouloir rester sur la version SaaS typiquement. Hein, donc là, les prix qui sont indiqués ici, donc c'est ça, hein, ça arrive très bientôt. Alors on Power VS, je sais pas, peut-être sur un cloud, peu importe. En tant qu'utilisateur, je m'en fiche de savoir dans quel cloud je vais déployer. J'ai une URL, je m'authentifie, je paye une souscription certainement, voilà, et puis j'y vais. Sinon, de toute façon, sur les versions on-prem, l'ordre de grandeur, c'est 162 $ par développeur et par mois en prix catalogue. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, quelle heure est-il? Est-ce que je suis dans les temps? Il est. Oui, c'est marqué, j'ai -5 et j'ai jusqu'à. Ouais, j'ai 25 minutes. Écart, ouais, ça va. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Merlin? Je suis passé un peu rapidement. Mais pour moi, voilà, il faut Git, si on veut faire du développement, on va dire, moderne sur la plateforme, être capable d'innover rapidement, Git et le DevOps. En fait, ça va un peu de pair. En fait, il y a une méthodologie à acquérir. Deuxièmement, en parallèle, s'outiller aussi de manière pour attirer les nouveaux talents. VS Code, pour moi, c'est l'option par défaut. RDI, pourquoi pas, hein. Moi, je suis un utilisateur Eclipse à la base, donc ça ne me dérange pas. Et puis, si on veut aller plus loin, si on a besoin d'avoir si on a beaucoup de développeurs, par exemple, il y a plein de cas de figure, on veut avoir quelque chose de plus portable entre les clouds, etc. Ou dire, bon, j'ai un OpenShift qui va héberger tous mes développeurs pour un projet donné. Il y en a aussi qui font du développement offshore. Voilà. Il y a plein de cas de figure où on veut pouvoir faire du cloud. Dans ce cas-là, aller sur Merlin, c'est du packaging de VS Code pour l'entreprise. Voilà, finalement. Alors, code assistant pour le développeur RPG. Donc, voilà, je vous ai mis un petit. Ça, c'est la petite blague. Donc, ça, c'est la stratégie IA qui est présentée par Steve Will et Tim Rowe. Donc, moi, ils m'ont partagé certains slides, donc j'ai réutilisé là tel quel, à part en traduisant. Donc, il y a, si on résume, il y a l'IA pour faire on va dire, du travail sur les données, du prédictif, de l'analyse de tendance, la détection d'anomalies dans les données de la base de données, de vos données métiers. Donc ça, il y a des briques qui vont arriver,
qui arrivent de plus en plus. Hein. Dans DB2, déjà, il y a des briques qui vont permettre de faire de la régression et des choses comme ça. Il y a des choses et des fonctions qui sont de base. C'est du machine learning en BD, on va dire. On peut aussi utiliser, on va le voir, des API via SQL, des API WatsonX par exemple, pour essayer de faire du prédictif ou du. Voilà, il y a plein de. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de présentations sur le sujet et je vous ai mis, je crois, des liens vers ces présentations. Opération, donc ça. Alors, je vais vous montrer d'abord ça. Donc ça, c'est par exemple un outil open source. Alors, pour l'instant, c'est fait par Jesse Gordzinski. Donc, c'est quelque chose, un petit tool, hein, on va dire. Voilà, c'est pas encore... Ça donne une idée. Là, c'est comment j'utilise les API de LLM, Large Language Model. Donc, ici, sur WatsonX. Donc, avec une user define, avec une fonction qui va me faire derrière, qui va enrichir. Alors là, on pose une question en SQL et on a la réponse du modèle. Hein, comme un chat GPT, mais dans votre IBMI, en RPG ou en SQL, voilà, typiquement. Donc ça, rapidement, vous pouvez embarquer des fonctions alors, les cas d'usage, c'est comment je résume. Vous avez des données métiers, peut-être que vous voulez les résumer. Comment je fais de l'analyse de sentiments, c'est-à-dire je vais faire du scoring, typiquement sur du contenu, ce genre de choses, toute la classification, etc. À disposition. Vous écrivez une procédure, et cette procédure-là, elle est dans ce repo Git, elle doit faire une vingtaine de lignes, et derrière, vous êtes capable en RPG d'utiliser. Alors, le modèle, lui, il ne tourne pas sur IBMI, ici, il tourne sur le cloud IBM, et c'est un paiement à l'usage, ce qu'on appelle au token. Un token, c'est un mot, grosso modo. Et donc, pour quelques centimes d'euros, vous êtes capable d'enrichir une application RPG. Donc ça, c'est des choses qui sont, voilà, ça c'est de open source avec une intégration WatsonX, qui sont les modèles d'intelligence artificielle d'IBM. C'est un exemple. Mais il y a d'autres fonctions qui vont arriver dans ce domaine-là. Les opérations, hier, j'ai fait une présentation sur comment vous pouvez installer, par exemple, avec Instana, donc c'est des briques qu'on appelle AI Ops, donc l'AI au service des opérations, de l'exploitation. Donc ça, vous aurez le replay de la présentation d'hier. Et donc ça existe déjà avec un agent natif développé par Rochester. Et il va y avoir d'autres choses aussi dans l'OS qui vont tirer parti de ce genre de technologie également. Voilà. Ça, c'est le deuxième point, mais je ne vais pas le détailler puisqu'on l'a fait hier. Développeur expérience, on est là pour ça. Et donc, je vais vous parler des assistants. Voilà. Donc ça, là, je vais faire une pure paraphrase de Steve Will. Donc, il y a une initiative qui est sur le site IBM qui s'appelle RPG, IBMI RPG Code Assistant. Donc, je vous invite à aller voir. Les cas d'usage, on va dire, qui sont les grandes lignes, hein, c'est aider le développeur RPG pour l'instant, juste RPG. Alors, pour l'instant, c'est pas très exhaustif, mais ça va s'élargir. Hein. Donc, aider le développeur à travailler sur son code, générer typiquement des explications de code. Donc moi, je travaille beaucoup sur code d'assistant et je sais que ça, c'est un grand cas d'usage. J'ai mes développeurs. Des fois, on a du code cryptique, même en RPG colonné, mais ça peut être aussi en free. Hein. Qu'est-ce que le développeur a voulu faire? Comment j'ai pas de documentation, j'ai pas de commentaires déjà dans le code. Un LLM, il est capable de prendre un source et de vous expliquer tout ça. Alors, il faut lui donner un petit peu de contexte. C'est là où il y a un peu de R&D. D'accord ? Est-ce que c'est une variable ? Est-ce que cette variable-là, c'est dans le contexte business, métier, qu'est-ce que c'est ? Voilà, il faut lui donner des métadonnées, on va dire, dans le prompt. Ça, c'est un petit peu la R&D, la secret sauce de chaque solution. Mais l'idée de ce genre de modèle qu'on va développer, c'est être capable d'expliquer le code. Expliquer une application, idéalement même. Mais voilà. Encore une fois, pour pallier au manque de compétences et d'essayer d'accélérer, on va dire, mettre le pied à l'étrier aux développeurs. Générer du code aussi. Les modèles LLM, ils comprennent l'anglais, le français. RPG, pour eux, c'est juste un langage de plus. Il faut juste qu'il ait vu assez d'exemples dans l'entraînement pour pouvoir le parler. Sinon, il va halluciner. Donc, il y a pas mal de modèles. Si vous allez essayer dans Copilot, même le Granit d'IBM à l'heure actuelle, hein, qui n'a jamais vu de RPG, le pauvre, quand on va lui demander de générer du RPG, il a vu du RPG, peut-être 3-4 exemples, donc il va essayer. Mais on va voir que ça compilera jamais, c'est pas pertinent, on va dire, comme assistant. Donc voilà, il y a du travail à faire sur cet entraînement de modèle. Mais on va pouvoir générer du code. Par exemple, vous pouvez, en langage naturel,
Dire je veux développer une petite routine qui va faire ci, développer, additionner telle valeur, aller chercher une valeur dans ta base de données, puis me le retourner sous forme de. Et puis voilà. Et puis on pourra imaginer dans VS Code, typiquement, ce genre d'extension. Le grand cas d'usage que moi je vois depuis de mon expérience de 1 an en bossant sur Code Assistant for Z, c'est l'écriture la validation du code. On va dire ça a plus attrait à la qualité du code qui est généré, donc la génération déjà des tests unitaires. Donc typiquement, tout développeur va faire des tests unitaires tôt ou tard. Donc les LLM sont capables de générer, bien sûr, du texte, donc sont capables de générer ce qu'il faut pour tester, de faire des cas de test. Et donc ce qu'on fait d'ailleurs sur Code Assistant for Z, c'est qu'on génère même des jeux de données en amont, et on va faire exécuter les cas de test, et on va ensuite comparer les résultats avec, par exemple, il y avait le as-is, le to-be, donc le code avant, le code après, et on compare. Donc ça, tout ça, ça peut s'automatiser. Bon, ça, voilà, c'est ce genre de fonction qu'on peut vouloir voir dans un assistant RPG. Scanner le code, et alors il y a beaucoup de tout ce qui est qualité du code, et non régression bien sûr, mais qualité du code, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Ça va être donc je vous invite à aller voir sur ce GitHub. C'est l'initiative de Rochester. Bien sûr, pour développer ces modèles, il nous faut des exemples. Et si IBM a des exemples, donc du code, mais vous en avez certainement, vous pouvez être contributeur. À la fin, l'idée, c'est d'avoir un modèle qui soit accessible pour tout le monde pour faire du RPG, du meilleur RPG. Voilà, c'est l'idée. Bien sûr, IBM ensuite va pouvoir récupérer peut-être ce modèle, développer des fonctions autour et créer une solution, une offre sous licence. Ça, c'est pas interdit non plus. Mais néanmoins, avoir un modèle disponible pour tous les développeurs. Voilà, donc la timeline en termes de temps, début 2025, une alpha. Voilà, je vais vous montrer ce qui existe déjà. Et plus tard en 2025, une version, une version, on va dire, en tech preview. Et voilà, l'idée, c'est de publier, on va dire, un large language model sur un marketplace pour que les développeurs puissent l'utiliser depuis leur VS Code. Hein, c'est potentiellement ça l'objectif. C'est pas encore ficelé, hein, donc. Et bien sûr, ensuite élargir, en fait, une fois qu'on aura quelque chose de pertinent pour les développeurs RPG, ça sera de l'étendre à d'autres langages sur l'IBM, donc du vieux RPG. Et le but, par exemple, les convertisseurs, typiquement, on a beaucoup de questions sur est-ce que les LLM vont m'aider à convertir du code de RPG vers Java, parce que sur Z, on a annoncé COBOL vers Java. Alors la réponse, elle est non, parce que ça n'a pas forcément de sens. Le RPG, en termes de performance et de service rendu, on ne fait pas mieux. Donc je dirais qu'il y a surtout, enfin, le RPG free en plus, c'est quasiment, c'est pas de l'orienté objet, mais ça ressemble à du Java. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Donc c'est pas la tendance. Donc on va se focaliser. Ouais. Alors ouais, Java sur ça serait prétentieux parce qu'en plus c'est de l'orienté objet, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, après on pourra générer du RPG à partir du langage naturel, hein, dire je veux ce code-là, et puis donc il n'y a pas de. Mais l'idée, ça serait d'aider la conversion. Alors soit avec voilà, les convertisseurs existent déjà, ils sont à 99,99% pertinents. Celui qu'on a dans Merlin par exemple et qui est développé par Arcade, ça n'a aucun sens de faire ça à un LLM dont le résultat est plus qu'incertain, on va dire, où ça sera compliqué de l'entraîner. Donc ça peut être peut-être sur des phases, des post-processing, peut-être, hein, améliorer le code, peut-être, pourquoi pas, par un modèle, mais pas pour faire de la pure conversion. Ça n'a pas trop de sens. D'ailleurs, sur Code Assistant for Z, je reviens à ça, on utilise les LLM juste pour les modèles, juste pour coder finalement la partie logique métier, mais parce qu'on veut de l'orienter objet. Donc on ne peut pas faire de la conversion procédurale vers procédurale. Là, c'est là où on aura besoin éventuellement d'un LLM. Voilà, donc on va élargir ça à d'autres cas de figure avec d'autres langages. Également, on a beaucoup de demandes sur qu'est-ce que je dois faire pour passer d'un DDS à du DDL, à de l'accès natif, à du SQL. Ben ça, typiquement, les modèles pourront aider à faire cela, à moderniser aussi l'aspect base de données. Et bien sûr, pourquoi pas le COBOL ILE, hein, on fait déjà le COBOL. Donc on a un modèle qui est déjà, je vais vous montrer ce qui existe. Donc
Rochester a commencé déjà son travail. Donc on a, alors IBM au début, on avait tout ce qui était les modèles de LLM qui étaient relatifs au développement, c'était basé sur ce qu'on avait un modèle qui s'appelait StarCoder. Et donc au moment où Rochester a démarré en 2023, bah, ils sont basés sur ce modèle-là, qu'ils ont ensuite réentraîné avec des jeux de données à eux. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est basé sur du StarCoder 2, la version 2. Ils ont, alors là c'est les internes, hein, mais en grosso modo, ils ont utilisé, bon bien sûr toute l'infrastructure qui était à leur disposition. Hein, c'est un peu, voilà, ils ont exploré, on va dire, les possibilités et donc ils ont comparé ensuite le StarCoder de base et ensuite avec les résultats qu'ils peuvent obtenir. Donc on a potentiellement, alors je crois ils avaient plusieurs cas d'usage hein, qui sont standards dans StarCoder et ils arrivent à des choses qui sont beaucoup mieux que le VR qui était initial. Ils ont aussi la comparaison donc, avec l'AMA 3 qui est un modèle qui fait 70 milliards de paramètres, qui est très gros. Hein. L'AMA 3, on l'utilise souvent dans des cas d'usage, pas forcément pour le développement. Ça coûte cher en fait. Plus le nombre de paramètres est élevé, plus il faut d'énergie pour faire la multiplication, et donc plus le fournisseur de service vous facture cher le token. Donc nous, on fait, vous voyez, les StarCoders, on est à 15 milliards de paramètres, qui est déjà un beau bébé, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Mais maintenant, l'AMA 3, 70 milliards, ChatGPT dernière version, c'est l'ordre de grandeur, on est à plus à 800 milliards maintenant. C'est des énormes modèles qui sont très polyvalents, mais qui coûtent très cher à entraîner et aussi à exécuter, donc ils vous facturent derrière. Nous, l'idée, c'est de faire quelque chose qui est beaucoup plus portable. D'ailleurs, on va le voir qu'on peut exécuter ces modèles-là sur le poste de travail du développeur. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. Hein. Donc là, c'était StarCoder, et on voit que notre petit StarCoder tout RPG-LE, bah, il n'est pas si mauvais par rapport même à un modèle qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus générique. Alors, j'ai pas mis en œuvre encore cela. Je vais vous montrer ce qui existe. Hein. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de ce modèle dans VS Code avec ce qu'on appelle une extension qui s'appelle Continue. Je vous ai mis un lien vers cette extension. Vous pouvez installer. Vous pouvez, avec cette extension, vous brancher au modèle dont je viens de vous parler et vous pouvez tester par vous-même. Et donc là, le cas d'usage, c'est explique-moi ce petit morceau de code, s'il te plaît, donc realestate.rpgle. Et donc le prompt, hein, c'est les instructions qu'on lui donne. Alors il y a la partie utilisateur, puis il y a la partie système qui est cachée normalement aussi, hein, qu'on peut, avec des instructions un peu plus techniques ou avec un contexte un peu plus... donc là, voilà, explique-moi en 2000 mots ce code. Et voilà, vous voyez, à la fin, bon, on connaît ceux qui ont déjà essayé ChatGPT vont pas être étonnés. Hein, mais là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus pertinent. Il va comprendre ce qu'est une variable, etc. Il va potentiellement même être capable de générer du code. Hein. Alors, encore une fois, on n'en est pas tout à fait là encore. L'explication, c'est plus facile, en fait, hein, dans ce sens-là, que dans l'autre. Hein, ouais. Oui, alors ça, c'est des questions que j'ai aussi sur Code Assistant for Z, c'est une bonne question. Les modèles, parfois, ils affabulent. Comment on dit? Alors, je ne vais pas dire que c'est une hallucination ici, mais en fait, il fait un peu de zèle. Donc, c'est vrai que quand il voit Customer Number, il fait un peu voilà, il va la ramener, donc il va dire, bah, c'est un numéro de client, ce qui est bien, hein, parce que c'est vrai que la plupart du temps, Customer Number, ça sera ça. Ça n'empêche que ça peut ne pas être ça. Et donc, c'est là où les solutions on top, au-dessus de ces modèles, vont être d'intérêt. Parce que si vous lui donnez en plus des métadonnées qui expliquent l'application, avec un dictionnaire métier, par exemple, ben c'est là où vous allez avoir des choses beaucoup plus pertinentes. Mais ce qui fait que, je suis développeur, j'ai cette explication, moi ça me va très bien. Ça me va très bien. À la limite, la sémantique derrière cette variable, bon, j'ai compris que ça faisait une boucle, enfin voilà, etc. Donc c'est déjà une valeur. Donc là, c'est un exemple d'explication. Donc je crois que est-ce qu'elle marche? Voilà. Donc ça, c'est la démo Explain RPG. Hein, donc vous voyez, c'est du VS Code. On installe Continue, qui est une extension, qui est un projet open source. Et bon là, on va faire exactement. Je vais paraphraser ce que je viens de dire. Hein, on lui donne le prompt, et donc le développeur va être capable de questionner dans son IDE et d'avoir des indications sur ce que fait ce code. Donc imaginez ce que ça peut faire sur un format fixe
Il y a une belle valeur, je trouve, et ça peut faire. Alors nous, dans le code assistant for Z, on peut faire ça ligne par ligne. Enfin, ça peut être ça peut être des explications un peu plus précises. Il peut y avoir des suggestions d'amélioration de code, etc. Après, vous imaginez les. Donc ça, c'est tout ça dans le. Voilà. Donc un développeur moderne aujourd'hui sur IBMI va pouvoir utiliser tout ce genre d'outillage. Voilà. D'où l'intérêt aussi de passer sur VS Code ou sur Eclipse. Alors, dans tout ce qui est code assistant, en général, on développe à la fois l'extension et le plugin Eclipse et VS Code pour l'instant. Parce on sait qu'on a deux écoles et que la plupart du temps, on va développer voilà, les deux fonctions. Pas sur écran vert, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, mais c'est pour un gain de productivité. Donc, on a beaucoup de demandes sur la documentation de code de l'existant. Ça, c'est fantastique. Ah, c'est pas ça sera, c'est ça, alors je l'ai pas testé moi-même, voilà. Donc si vous voulez tester cela, vous avez Continue avec l'extension qui va. Donc ça c'est Continue, ça permet d'intégrer, mettre un chatbot dans votre VS Code, enfin de mettre un chatbot tout court d'ailleurs, mais il y a une extension pour VS Code et vous mettez en gros donc Hugging Face, c'est un partenaire dont a parlé tout à l'heure Xavier. C'est un marketplace où tout le monde pose ses datasets, donc ses jeux de données et ses modèles, si on veut le rendre open source. Et ensuite, le développeur ou le data scientist, il vient sur ce marché-là et il va dire ah bah oui, bah, pour ce cas d'usage, ce modèle, il a l'air bien. Il a été entraîné en plus sur des données qui sont libres de droit. Donc c'est ce que nous on fait à IBM. Hein, c'est notre différenciateur par rapport à certains de nos compétiteurs. C'est d'avoir des jeux de données qui sont libres de droit parce que sinon ça pose des problèmes. Et donc, voilà, et donc IBM, par exemple, Rochester a publié dernièrement, et donc là, vous tapez RPGLE dans Hugging Face, et donc là, c'en est un, mais il y en a deux ou trois comme cela. Alors, c'est sûrement du tuning qui est fait sur ces modèles-là. Et voilà, et donc derrière l'adresse de ce modèle-là, vous pouvez le télécharger pour les plus fous et le redévelopper au-dessus, hein, mais surtout, vous pouvez l'utiliser avec Continue et VS Code. Voilà. Et oui, c'est gratuit, ouais. Ouais. Alors, déployer le modèle quelque part, sûrement qu'il y aura une facturation. Ouais, pardon. Ouais. Mais on parle de quelques centimes d'euros, alors fraction de centimes, donc bon, il faut le prendre en compte. Et bien sûr, là, c'est la première itération de Rochester et des équipes IBM sur StarCoder 2, qui était le fer de lance en termes de. Alors, c'est des modèles qui font 15 milliards de paramètres. Encore une fois, c'est des choses qui sont assez. C'est assez, on va dire, c'est robuste, mais c'est modeste. Ça permet d'avoir des modèles très spécialisés, ici en RPG. Alors, si on lui donne dans le prompt un peu plus de contexte avec des métadonnées, alors là, vous avez quelque chose de super. Mais de base, vous pouvez l'utiliser avec VS Code. Et donc, la stratégie, c'est nous, IBM, on a une architecture de modèle qui s'appelle Granite. Et donc, on a entraîné, par exemple, pour le COBOL Z, le Granite pour le COBOL Z. Et donc, on peut imaginer bientôt un Granite pour le RPG IBMI. Voilà. Ça sera packagé sur Granite, ça c'est sûr et certain. Mais ça ne change rien en fait. C'est juste qu'il y aura un préfixe ici Granite. Granite et puis certainement -20B. Les granites à l'heure actuelle, ils sont à 20 milliards de paramètres. On en a un à 35 milliards. Ça reste assez relativement faible par rapport à des chats GPT qui sont plus de l'ordre de grandeur de 1000 maintenant, hein, mais qui sont très généraux. Donc ils sont à la fois bons partout, mais bons nulle part, si j'ose dire. Voilà. Je ne veux pas le dénigrer, hein, c'est très bien, hein, mais voilà, là, ça sera quelque chose. Et donc, je voulais aussi notifier que si vous êtes un développeur moderne, vous pouvez aussi utiliser WatsonX Code Assistant gratuit. Donc ça, c'est l'extension VS Code qu'on a annoncée gratuite, hein, parce que maintenant, on a des offres payantes, WatsonX Code Assistant for Ansible, pour ceux qui veulent générer des scripts Ansible, y compris pour IBMI, hein, grâce à VS Code et en disant génère-moi ce playbook s'il te plaît, une génère le code. Ok. Donc ça c'est Code Assistant for Ansible Lightspeed. On trouve toujours des noms un peu sympas. On a aussi Code Assistant for Z. On a Code Assistant for Java.
Ça, c'est des produits que l'on vend, des solutions. Mais en dessous, on a les modèles Granit qui sont open source et IBM a packagé ce modèle avec une extension qui va bien. Et vous pouvez tourner ce modèle-là localement. C'est ce que je fais moi sur mon poste ici, là-bas. On peut le faire. Ou vous le mettez quelque part sur un serveur Linux. C'est un serveur d'application qui s'appelle Olama. Et donc vous appuyez sur Entrée, ça tourne, ça écoute sur un port. Et tous vos développeurs, ils peuvent, avec leur extension VS Code, utiliser et discuter avec ce modèle-là. Le modèle tourne en local. Alors si ça peut être localhost si jamais. Oui, oui. Non, enfin, ouais, sur mon Mac ça tourne, hein, donc je sais pas. Non, 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 c'est pas fou hein, comme prérequis. Ah non, bah, alors celui-là, c'est pour ça que j'ai pas marqué, j'ai pas eu le temps. Euh, Celui-là, c'est un granit, certainement. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a le 20B, donc 20 milliards de paramètres, le 35. Alors plus on met de paramètres, plus il faut avoir un gros GPU ou une grosse machine, hein. Donc voilà, il y en a un 8 milliards, 8B je crois. Non, il ne connaît pas le RPG, il ne connaît pas le COBOL. Le granit, c'est marqué, hein. Donc si vous allez dans Hugging Face, il est entraîné sur un jeu de données qui est donc un GitHub finalement nettoyé par IBM, libre de droit, etc. Donc ça, c'est un gros travail en amont de préparation. Mais il ne connaît pas à l'heure actuelle le RPG. Donc l'idée, la prochaine étape, c'est d'avoir un Granit qui comprend le RPG. C'est ce que fait Rochester. Et voilà. Donc non, il va être capable certainement d'expliquer du code, plus ou moins. Mais moins bien, encore, c'était les graphiques et les en barre là que j'ai présenté, moins bien que le modèle qui va être entraîné avec des exemples, peut-être vos exemples si vous participez à l'entraînement, c'est-à-dire en fournissant des paires de code et d'explications. Donc à la fois le code sera utilisé pour aider le modèle à comprendre ce qu'est le RPG et l'explication pour être capable d'expliquer aussi voilà. Mais ça c'est disponible, hein. Vous mettez cette adresse là, vous installez, tout est expliqué, hein, end-to-end, hein. Donc voilà. Voilà, si vous voulez être impliqué, ça c'est, je vous ai mis des liens, notamment le lien vers le GitHub pour participer si vous voulez faire partie de l'aventure. Voilà, et donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc sur cette partie-là, on va avoir des modèles qui comprennent le développement RPG, qui vont pouvoir aider sur des différents cas d'usage. L'explication, l'explication, la génération, et pourquoi pas les générations de cas de test. Mais vous savez, maintenant, on est sur l'ère de l'IA agentique, ce qu'on appelle agentic AI, donc des agents. Donc, typiquement, dans un futur proche, vous aurez des issues dans Git sur un projet ILE, et il y aura des agents qui seront là, qui vont vérifier s'il y a un problème. Ils vont faire un git pull du code, récupérer le code sur un IBMI où l'agent tourne. Il va pouvoir compiler le code, exécuter, et puis pourquoi pas voir le résultat et itérer jusqu'à ce qu'il résolve le problème. C'est ça, hein, on en est là, hein. Ça s'appelle l'agentique, c'est une orchestration des modèles. Mais ça, c'est maintenant, ça existe maintenant. Et on pourrait imaginer faire ça avec du RPG. Donc le soir, vous postez vos bugs, et le matin, vous avez le bug, vous mettez voilà. On pourrait imaginer ce genre de choses. Ou en tout cas, un assistant, pas forcément résoudre les bugs, mais au moins vous donner peut-être les points de documentation. Ça vous évite des recherches sur Stack Overflow, voilà, typiquement, pour démarrer. Voilà. Voilà, donc je crois que j'ai couvert un peu tous les sujets sur ce qui est disponible en termes de développement moderne sur IBMI. Et je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis là encore ce matin et en début d'après-midi. Merci beaucoup.